Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. C'est le retour de Jarod et Rolly et c'est le retour surtout du plus beau débardeur du game du podcast français. Peut-être après Clément Marcoux. Mais bon, canicule Non. oblige, on est obligé de se mettre à l'aise. Le tien est plus beau. C'est la couleur qui fait tout. Ce Et petit puis rouge là, c'est le mannequin aussi. C'est vrai. C'est pas faux. Donc, on est de retour pour faire un petit épisode dont on en discute, où on va faire un récap de l'UFC 292 qui vient d'avoir lieu, puisqu'il a eu lieu, la nuit dernière. Bel événement. Beaucoup de décisions, par contre, sur cet événement-là. Alors, si vous aimez le chaos, si vous aimez la soumission, c'est pas cette UFC-là qu'il faut regarder, mais par contre, il y a eu des belles choses, il y a eu du bon travail, il y a eu de la boxe propre, il y a eu du sol propre, techniquement, il y a eu pas mal de choses à analyser quand même. On va faire un récap rapide des premiers combats. Comme d'habitude, ça sera sur le co-main et le main où on fera du round par round. Parce que là, c'était les deux combats pour la ceinture, donc ça sera l'occasion de décrypter un petit peu tout ça. Surtout qu'en plus, sur le co-main event, il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Pour le coup, C'était un beau combat. Franchement, c'est un combat féminin à ce niveau-là, c'est plaisant à voir en fait. oui, parce que pour tous ceux qui n'aiment pas le MMA féminin, ce combat-là peut vous réconcilier avec la discipline. Mon cher Rolly, tu es dans les nuages. On voit la moitié de ta tête. Bah, moi, dans ma caméra, je vois tout. Pas dans la mienne. Et c'est moi qui compte. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, on va commencer par le premier combat de cette main card avec Pedro Munoz versus Marlon Vera. Donc, un bon combat de saloon, pour le coup, mais technique, comme on a l'habitude de dire. C'est-à-dire quand les deux se mettent face à face et se renvoient coup pour coup. Pas beaucoup de déplacements, pas beaucoup de... Ouais, le footwork, on va pas dire que c'était le cas dans ce combat. C'était pas ça qui a été mis le plus en avant dans ce combat. C'était plutôt un combat type, on va dire plus sur une énergie type box taille, où les deux se mettent en face et puis on verra le premier qui craque ou celui qui touche le plus. Et, Et encore plus du côté de Vera. Vera, il était vraiment à l'économie de mouvement, quasiment immobile. ouais. Munoz qui essayait justement un peu plus de se déplacer, mais Vera, il bougeait pas le mec, une statue. Et parce qu'il avait l'avantage de la longe aussi. Donc Munoz, s'il voulait rentrer, il fallait forcément qu'il essaie de trouver des angles pour pouvoir toucher Marlon Vera. Et donc c'est pour ça qu'il était un petit peu plus en train d'essayer de lui tourner autour. Mais bon, c'était pas non plus... tu vois, finalement, ils ont pris le centre de la cage et ils l'ont jamais quitté sur 3 rounds. C'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, un combat qui a été très serré, surtout dans les 2 premiers rounds. Puisque vraiment, il y a eu, comme on l'a dit, du coup pour coup, chacun avec leurs armes, beaucoup de jambes, il y avait du pied-point dans les 2 premiers rounds, là où ça a été un peu moins le cas dans le 3e. Et j'entendais taper chez toi. Un excellent striking des 2 côtés, précis, avec beaucoup de volume. En fait, il y avait énormément de volume dans ce combat. Vera, c'est dans le 3e round où il prend le timing, en fait, où il prend la mesure de la boxe de Munoz. Ouais. Ouais. T'as la fenêtre ouverte chez toi, hein. J'entends beaucoup de bruit, c'est pour ça. Ouais. C'est un scooter qui est passé. Excusez-nous. Excusez-nous. Non, mais c'est ça, erreur technique, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il va y avoir beaucoup de nuisances. Donc, autant mettre les choses au clair tout de suite. Voilà, c'est les aléas du direct, même si on est en différé. C'est réglé. Voilà, c'est pas très professionnel, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas professionnel de toute façon. Et donc c'est dans je te laisserai découvrir quand je sortirai l'épisode ce que j'ai dit sur toi, c'est une horreur. Donc, il prend la mesure de la boxe de Munoz dans ce 3e round, où là, il commence à sortir beaucoup moins de jambes. Il se base plus sur son anglaise. Et en fait, il trouve l'intérieur de la boxe de Munoz, Vera, avec des directs qui touchent, alors soit directement sur son attaque, où il va envoyer son jab et son cross derrière et ça va faire mouche, soit en rentrant dans l'attaque de Munoz, tu sais, où il va venir bloquer et rentrer directement dedans, en fait en contre, alors pas synchrone parce que c'est pas dans le même temps, mais avant même que Munoz puisse remettre sa garde,
on sent le direct qui vient et qui touche durement Munoz, en fait, tout simplement. En plus, tu sens que, enfin, dès le début, ça, je l'ai senti que Vera était plus puissant. Il fait plus mal sur ses frappes. Et Ouais. c'est là où je suis un peu déçu, en fait. J'aurais voulu en voir plus. J'aurais voulu qu'il accélère plus tôt. Parce que pour moi, il pouvait finir le combat. Oui, c'est possible. Il a pas cherché à finir le combat. Il était complètement dans la gestion. Ouais, après, on ne sait pas ce qui s'est passé dans son camp, son état de fatigue, son état, tu vois, d'énergie, ce genre de choses. Peut-être que il était peut-être pas au meilleur et puis qu'il a fait juste ce qu'il faut pour remporter le combat. Par contre, ce que j'ai aimé, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai aimé chez Vera, c'est sa manière de frapper. Tu sais, tu as remarqué qu'il vient et qu'au dernier moment, il vient un peu casser le poignet, tu sais, pour essayer de mettre un coup qui sera un petit peu circulaire au dernier moment. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il rentre en ligne directe, au dernier moment, il vient et il touche comme s'il voulait mettre un coco, tu sais, sur ses frappes. Ça arrive très souvent qu'il fasse ça. Ce petit crochet où il vient toucher la pointe de la mâchoire, grâce à son entrée, en fait, puisque limite, il rentre en ligne droite pour pouvoir rentrer. Ah, je vais me faire attaquer par une mouche. Euh, il rentre en ligne droite pour passer dans la garde. Ce podcast commence d'une manière, c'est génial. Et derrière, il vient et il met son crochet, son petit cassage de poignet pour en fait, comme s'il maximisait en fait la puissance au dernier moment. Tu sais, cette dernière petite accélération pour pouvoir toucher et faire du mal. D'ailleurs, on l'a vu, hein, celui qui a été le plus marqué, même si c'est pas une règle, ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, être marqué en fin de combat, ça veut pas dire avoir pris plus de dégâts, parce qu'il y a des gens qui marquent plus que d'autres. Mais là, on sent, comme tu l'as dit, qu'il y avait beaucoup plus de puissance chez Marlon Vera, et ça s'est ressenti physiquement sur Munoz. Clairement, clairement. C'est pour ça que je te dis, pour moi, s'il avait fait ça dès le début, s'il avait accéléré comme ça dès le début, il avait mis plus de débit, il pouvait finir le combat. Oui, surtout que c'est un habitué justement du chaos, il fait partie de ceux qui ont pas mal de finish. Hein, on l'a vu, il avait fini déjà O'Malley, hein, qui a combattu sur cette même carte. Il avait fini, et c'est lui que je cherche en même temps que je parle d'O'Malley, le fameux front kick au visage où tu voyais sa Ah, tête, Frankie Edgar. Frankie Edgar. Frankie Edgar avec le front au visage. Enfin, c'est quelqu'un qui est capable d'envoyer de frappes très lourdes, qui sont capables de mettre des chaos sales et dont on parle pendant longtemps après derrière. Donc, Ouais, mais qui est aussi capable de faire des matchs un peu soporifiques où il n'arrive pas à rentrer dedans. ouais. Ah, c'est peut-être un peu le cas sur celui-là. Je Même pense aussi. si, Même s'il même s'il gagne, hein. était quand même, ouais, il était dedans, mais voilà, il a pas su, comme tu as dit, passer la seconde ou trop tard, trop tard. Peut-être que c'est à cause de sa coupe de cheveux. Hein. Ce qu'il a fait contre. C'était contre Sandhagen. Le dernier combat qu'il a fait, c'était contre Corey Sandhagen, il me semble. Peut-être, je sais pas. Ouais, où il se fait. Il rentre jamais dans le combat finalement. Tu sens que Ouais, t'attends le moment où il va accélérer et finalement, ça vient jamais. ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'était le cas aujourd'hui. Décision unanime quand même pour lui, justifiée parce que de toute façon, il a géré tout le combat hein, sans souci. Et voilà, suite au prochain épisode. Donc lui, il aimerait bien. Hein, son objectif, il l'a dit, c'est de combattre pour la ceinture un jour. Il a le potentiel pour atteindre ce niveau-là, pour avoir un title shot. Bah, c'est Maintenant, surtout que avec la suite du champion qu'on verra après, là, ça risque d'arriver plus tôt que prévu pour lui. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on verra ça après. On pourra en discuter tout à l'heure. Donc voilà, pas grand chose à dire sur ce combat parce que c'était comme on l'a dit, hein, il n'y avait pas de changement de rythme, il n'y avait pas vraiment de lutte, il n'y avait pas, voilà, c'était assez linéaire, enfin pas linéaire mais unidimensionnel. Hmm. Donc on peut tout de suite passer au deuxième combat qui était un peu plus, comment dire, où il y avait justement plus de changement de niveau et un peu plus de striking lutte sol. C'était Damon Blackseer, je sais pas comment prononcer son nom, mais bon, on va dire que c'est ça, versus Mario Bautista. Donc un combat aussi, par la même occasion, assez serré, vraiment avec beaucoup d'intensité pour le coup. Là, il y avait vraiment beaucoup de rythme sur ce combat-là. Bautista, il a su passer la longe de Damon, parce qui était beaucoup plus grand que lui, pour toucher proprement. Il a beaucoup touché dans ce combat, même s'il a pris aussi beaucoup de coups.
Il y a, en fait, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est ses frappes au corps. En fait, il a beaucoup frappé au corps pour pouvoir remonter à la tête. Du fait qu'il soit plus petit, tu sais, il a vraiment cherché à venir faire descendre de la garde de Damon, justement, en touchant au corps. Les premiers takedowns, ils sont pour Damon. Mais Bautista, il parvient en fait à prendre une guillotine sur le deuxième takedown. Guillotine qui n'aboutira pas. Mais en tout cas, voilà, je pense que le bénéfice du takedown de Damon avec les nouvelles règles, finalement, le plus dangereux sur cette phase-là, ça a été Bautista. Donc, il perd ce bénéfice-là. C'est dans le troisième round où Bautista il va vraiment faire la différence, encore une fois. Tu sais, c'est un peu comme, tu sais, c'est un peu le même schéma que sur le combat d'avant, avec sa boxe, mais aussi avec sa lutte, où il va arriver à shooter plusieurs fois, en fait, à amener plusieurs fois en fait son adversaire au sol, dont la première où il va réussir à prendre le dos sur. Pourquoi tu rigoles? Parce que je vois la mouche qui te tourne autour, hein, ça me perturbe. Ouais, c'est plus moi que ça perturbe. C'est plus moi que ça perturbe. Et je te jure, j'ai passé ma soirée à prendre mes notes. Il y a rien eu. Là, ça doit être la lampe. Ça doit être ça. Et donc ouais, il lui prend le dos. Il n'arrive pas quand même à le stabiliser. Finalement, il arrive à faire une deuxième amenée au sol parce que il y a Damon qui arrive à se relever et tout ça. Il arrive à faire une deuxième amenée au sol où il va l'amener à lui, l'absorber et puis le retourner, tu sais, pour arriver au-dessus de lui. Il prend clairement ce troisième round et il prend clairement le combat. Il gagne le combat par décision unanime. Donc voilà, parfait. Bon, pareil, hein, pas de danger particulier sur ce combat. Il y a personne qui a pris vraiment un ascendant, tu sais, où tu sens qu'il y a. C'est pas comme Yann Gary et Neil Magny du combat d'après, quoi. Tu sens que c'est Ouais. plutôt équilibré, mais qu'il y en a un qui touche plus et il y en a un qui a su, finalement, que ce soit pour Marlon Vera ou que ce soit là, qui a su garder sa concentration et garder son rythme sur les trois rounds et donc faire la différence à la fin. C'est vraiment ça. Je l'ai pas vu celui-là. Donc ça vaut le coup de le regarder ou pas? Non. Non, ça vaut. Non, 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 mais je vais être sincère. Je l'ai vu deux fois là parce que voilà, pour prendre les notes. C'est pas. Bon, tu sais, c'est pas le genre de combat où tu sais, t'as un truc où tu te lèves tu sais, de ton canapé où tu te dis putain, il y a une super action parce que finalement, même les actions, tu vois, de prise de dos, de prise de guillotine, ce genre de choses, tu comprends très vite que ça va pas aboutir. Donc ouais, t'as pas ce truc, ce petit frisson, tu te dis, il y en a un qui va finir. Tu vois, il y a vraiment pas eu Ouais. il y a vraiment rien eu de spécial à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, la différence entre Pedro Munoz, Marlon Vera et ce combat-là, c'est que Pedro Munoz visiblement était en accord tout de suite avec la décision puisque voilà, voilà, il a pas montré, il n'a pas fait cas du fait que Marlon Vera a eu la décision unanime. La différence, c'est que là, tu voyais Damon qui avait le bras en l'air et qui était persuadé. Alors, est-ce que c'était histoire de faire changer l'avis des juges au dernier moment, tu sais, ce coup de bluff, mais qui finalement ne sert à pas grand-chose dans ce combat-là, ou vraiment il était persuadé qu'il allait remporter ce combat. Mais en tout cas, voilà, celui qui dans le non-verbal montrait plus qu'il était en accord avec, enfin, qu'il était, comment dire, convaincu de gagner, c'était lui. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas si c'était comme je dis vraiment un coup de bluff ou s'il en était vraiment convaincu. Il reverra le combat, mais bon, je pense qu'il a quand même été plus touché, il y a eu plus de dégâts de la part de Bautista et surtout sur les phases de lutte, bah ça a été plus clair pour Bautista. Ok. Donc on peut passer à la suite avec un combat qui était un petit peu plus intéressant, on va dire, puisque parce que presque à sens unique en fait finalement, mais parce que la stratégie elle était vraiment bonne, c'est Yann Gary versus Neil Magny. Donc là pour le coup, on peut pas dire que c'était un combat serré. Dès le début, on voit qui prend l'ascendant Ouais. avec le premier low kick qui fait chuter Neil Magny. Et là tu comprends que voilà, dès les deux premiers low kicks où Neil Magny il chute, tu comprends que la soirée elle va être compliquée. Tu comprends que la jambe de Neil Magny elle est morte presque dès le début du combat quoi. Il lui a cassé la jambe. Franchement, Ouais. c'était stratégie parfaite. Ouais, un game plan parfait parce qu'on sait que Neil Magny, il est fort au sol. Donc, on sent que en aucun cas, Yann Gary ne voulait aller le tester au sol. C'est-à-dire que dès qu'il chutait, il faisait en sorte de reculer, de le faire remonter. Il voulait vraiment toucher en striking. On voyait une différence de gabarit quand même qui était énorme entre Il Yann est, Gary et, il est énorme, Yann Gary. ouais.
Et Neil Magny, ouais, on sent que ça soit tout, c'est même pas que le bas du corps, parce qu'il a vraiment des cuisses énormes, mais c'est vraiment en fait tout le gabarit, quoi. Tu sens qu'il est vraiment puissant. Je sais pas combien il cut pour le combat, mais en tout cas, tu sens que ouais, vraiment, c'est une catégorie du dessus, quoi. Clairement. Donc, il a matraqué la jambe, on l'a dit, de Neil Magny tout le long du combat, mais il le faisait avec la manière. En fait, j'ai vraiment apprécié la manière dont il le faisait. C'est que c'était pas juste kicker pour kicker. Tu sais, tu avais des enchaînements. High kick qui redescendait avec. Alors, c'était pas vraiment low kick, en plus, c'était des calf kicks, donc où il envoyait la jambe très bas. Vraiment, il le prenait tout le temps dans le bon timing. Dès qu'il y avait une avancée non, attends, on va pas dire tout le nom. Dès qu'il y avait une avancée de Magny, boum, il envoyait le low kick. Dès que il faisait ses enchaînements pour envoyer son low kick. Tout était amené pour le low kick. Dès que Magny en fait se déplaçait, même s'il se déplaçait, tu sais, admettons sur sa droite, il envoyait quand même le low kick de sa jambe arrière, ce qui faisait chuter Magny. En fait, c'était vraiment super propre. C'est vraiment, tu sais. C'est rare ceux qui savent shooter dans le bon timing. Tu sais, qui savent shooter sans prendre de risques, qui savent shooter aussi Sans se faire de mal. telle manière, sans se faire mal, et sans prendre le risque que l'adversaire check parce que Ouais. le timing il est parfait, tu vois. Surtout sur un calf kick en fait, parce qu'on on vise l'extérieur, donc le mollet, en tout cas la partie extérieure du tibia. Ouais. Si l'adversaire tourne un peu la jambe, vous tapez dans son tibia et là vous faites un tibia-tibia quoi. Ouais. Donc c'est un calf kick, ça s'envoie pas à l'arrache non plus. Non. À part si on s'appelle Justin Gaethje, tu vois, on en a rien à foutre et on kick. Mais, euh, mais non, là c'était très intelligemment fait. Et même quand tu sais, à la fin il boite, il n'en peut plus, c'est pas pour autant qu'il a couru pour shooter la jambe à tout, hein. À part à un moment. À un moment où tu sais, où il a fait chuter Magny justement et il lui en envoie deux. Tu sais, Magny est au sol, Sur il lui la envoie fin. deux pleines boules. C'est pleine barre. Tu sais, tu sens qu'il veut le finir. Et je me demande encore comment Magny il a réussi à tenir jusqu'au bout. Tu vois, c'est vraiment. Disons que ce combat-là, tu le mets en kick, le combat il se termine pas. C'est-à-dire que l'arbitre il arrête. Là, le fait que Magny puisse s'asseoir et venir le chercher, récupérer un petit peu, ça lui permet en fait de continuer dans son combat. Et vraiment, c'est ce qu'il sauve. En vrai, c'est ce qu'il sauve. C'est ces moments où il a pu récupérer un petit peu au sol et qu'il a pu rester en fait finalement dans le combat. Parce que tu sens qu'à chaque fois, il grimace, tu vois, sur le fameux calf kick où il est dans son déplacement et qui prend et qui se fait shooter, tu vois, qui tire la langue avant même de toucher au sol, de toucher le sol, tu vois, il est en train de tirer la langue de douleur. Franchement, et en plus de ça, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il a quand même shooté, lui, il a quand même envoyé sa jambe blessée pour frapper. Ouais. Donc franchement, gros respect pour lui parce que il a été vraiment guerrier dans ce combat. Il a quand même tenté quelques takedowns qui ont été super bien gérés par justement Yann Gary. Notamment un où tu as vu la fuite, enfin tu sais, où il s'est carrément levé, tu sais, il a été limite porté, mais avec l'aide de Gary, tu sais, il a été porté par Magny, et après il s'est retourné, il a fui, t'as Magny qui l'a suivi, bon déplacement, enfin franchement, vraiment il a tout donné, par contre, pour ne jamais tomber. Enfin, et c'était propre. Franchement, c'était intelligemment fait. Le fait de venir casser la distance, coller, façon box taille un petit peu, tu sais, se mettre en appui pesé sur les bras pour ensuite pouvoir repartir. C'était une défense ouais, qui était plus typée box taille que typée lutte, enfin, véritablement, tu vois. Ouais, mais Donc, ça a fonctionné parfaitement. ouais, Donc ouais, ouais. il confirme petit à petit, hein, Yann Gary. C'est un gros prospect et franchement, là, Magny, c'était pas facile, hein. Magny, c'est pas un combattant facile à prendre. Il a beaucoup d'expérience. Il a Mm. un jeu relou, en tout cas pour lui, qui pouvait être relou. Et il l'a passé sans embûche. Ouais, ouais. Et alors là, on parle du calf kick parce que c'était le fait marquant du match, mais ses middle, ils étaient aussi dévastateurs. Son anglaise, elle a été fabuleuse. Les frappes au corps, les frappes au visage. Enfin, franchement, il avait des belles combinaisons. Il y a un moment, il était pris au clinch par Magny à la cage. Il a envoyé une petite série de frappes au corps qui ont permis en fait de faire relâcher un peu la tension pour pouvoir sortir et s'extraire. Non, on sent que sa boxe, elle est prête. Enfin, tu vois, elle est puissante, elle est prête, elle est intelligente. Enfin, elle est complète.
je comprends pourquoi c'est quoi, c'est Curtis Blade qui s'entraînait avec lui ou il lui a pété les côtes pendant la prépa. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est Non, Chris Curtis. Chris Curtis. Chris Curtis, Curtis Blade. Finalement, c'est Chris Curtis Blade qui l'a aidé dans sa prépa. Et dans la prépa, il lui a pété les côtes. Enfin, tu sens que le mec, il est quand même puissant. Tu sens qu'il est puissant. Par contre, au-delà de ça, Pas de au-delà du finish. champion qui peut être, pas de finish, mais surtout un comportement dans la cage horrible, avec ses doigts d'honneur, ses provocations qui ne servent à rien. Alors, je sais pas s'il y a eu un bif entre eux avant, mais bon, c'est pas justifié, quoi. Je C'est crois pas même pas. justifié. Je crois même pas. Et un comportement de sale con, on peut le dire, hein. Ouais, clairement. On n'est pas monétisé, donc on peut tout dire. C'est ce que j'allais dire. Tant qu'on n'est pas motivé, c'est un vrai connard. C'est un vrai connard. Non, non, franchement, ouais. Pour moi, faire un geste comme ça, là, à la manière des Diaz et tout, dans la cage, ça devrait être sanctionné. Je pense aussi. Bah, Parce que tu prends. t'as pas le droit d'insulter dans la cage, logiquement. Donc Non, faire un doigt d'honneur, c'est une insulte. oui. Oui, très clairement. Très clairement. Et tu prends. Bon, il le laisse pourquoi? Parce que ça fait du spectacle et on ne le dira jamais assez. L'UFC, c'est de l'entertainment, c'est du spectacle. Donc, forcément, d'avoir ce genre de geste, tu vois, ça fait parler. La preuve, on en parle. Mais tu prends en IBJJF, par exemple, bah, Meregali, il a été suspendu parce qu'il avait fait un doigt d'honneur à quelqu'un dans le public, tu vois, pendant son combat. Non, tu peux pas. Tu peux provoquer. Tu peux faire un geste, tu peux tirer la langue, tu vois, faire un truc de provocation comme ça a déjà été le cas par le passé. Mais à partir du moment où tu manques de respect en insultant ton adversaire en lui donnant un doigt d'honneur, non, tu devrais être sanctionné. Effectivement. Comment dire, normalement, dans une fédération classique, c'est disqualification. Tu vois, il y a même à l'IBJJF, si tu chantes trop comment dire, quand tu t'as gagné, si t'en fais trop, on peut te disqualifier. Tu vois. Hmm. Donc là, oui, non, c'est pas justifié. C'est comme tu disais tout à l'heure en off, il se veut irlandais, donc, enfin, il se veut irlandais, il est irlandais, mais il se veut le successeur on l'a vendu comme ça, Ben, de voilà. McGregor, En fait, les gens le vendent comme ça. mais Parce que sauf irlandais. que Mais Connor, il a jamais eu ce comportement dans la cage. jamais, À il l'avait l'extérieur, c'est autre avant. chose. Voilà, c'est ça. Il y avait du trash talking, il y avait de la provocation, il y avait le fait qu'il voulait essayer de rentrer dans la tête de son adversaire. Mais par contre, dans la cage, excepté, et encore, j'allais dire excepté le combat avec Khabib. Mais finalement, c'est Khabib qui pète un câble. Connor, lui, pour le coup, Sur la il fin se du défend. combat. Sur la Il se fin du défend. combat, ouais. Ouais, ouais. Et l'embrouille, elle parle même pas de Connor, elle part de De Dylan Dylan Dennis. Dennis. Ouais. Donc dans la cage, il a jamais manqué de respect à ses adversaires. Dans la cage. Donc, même au contraire, il a toujours donné du respect en expliquant que c'était, voilà, c'est business is business. Il lui est rentré dans la tête, point, c'est tout. Dans tous les sens du terme, en général. Je pense à José Aldo, par exemple. Mais bon, en tout cas, ouais, non, il a jamais eu ce comportement-là. Donc, ouais, non, c'est pas correct. C'est pas correct. Et ça aurait dû être sanctionné, pour le coup. Parce que Neil Magny, enfin, je l'ai jamais vu, ou je pense pas qu'il ait été dans une situation comme ça avant ce combat-là, quoi. Non, non, je pense pas. Donc pour moi, au minimum, c'est un point de pénalité, ça. Hum. Et puis c'est pas nécessaire. Franchement, honnêtement, quand tu domines à ce point-là ton adversaire, pourquoi faire ça? Est-ce que tu as vraiment besoin de faire ça? Tu vois? Donc, euh, Ouais. donc non, pas fou. Et oui. Ou alors point de pénalité ou sanction financière. Au moins, comme ça, tu es sûr que la personne ne recommence pas. Tu vois? Tu fais un doigt d'honneur, sanction financière. On en revient, tu sais, à la dernière fois avec l'histoire du poids. Mais au bout d'un moment, il faut taper là où ça fait mal. Et ce qui fait mal, c'est le porte-monnaie. Donc ouais, si tu insultes ton adversaire dans la cage, à ce moment-là, voilà. Ouais. Donc tournons la page justement et passons au Common Event. Donc là, on va commencer avec le round par round. Weili Zhang versus Amanda Lemos. Donc combat pour la ceinture des poids pailles avec Weili Zhang qui défendait sa ceinture. Super combat. Déjà avant de commencer round par round, déjà c'est une masterclass. Enfin, Weili Zhang, franchement, elle passe un cap combat après combat. Tu Quelle sens qu'elle championne. progresse encore. Ouais, c'est vraiment une championne. Quelle championne elle est arrivée à l'UFC en tant que combattante de Samda,
où elle était Ouais. très forte debout. Elle avait des bonnes amenées au sol, mais pas forcément de sol, tu vois. Et là, c'est devenu une combattante ultra complète. Alors, pas forcément de sol. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'elle avait quand même elle avait un sol agressif sur les soumissions et tout ça. Quand on l'avait analysé contre Namajunas, on en avait parlé, où tu sens quand même que voilà, elle savait attaquer les triangles, elle savait. C'était plus, c'est plutôt pas de sol dans la construction du sol, tu sais, Ouais, dans ouais, ses ouais. positionnements et tout ça. Mais elle était quand même dangereuse au sol. Elle Ouais, avait quand même elle ce était truc-là. dangereuse dans tous les secteurs. Mais là, clairement, sur ce combat, on voit l'évolution. Déjà sur le combat précédent, où elle C'est récupère sa ça. ceinture, mais Ouais. sur celui-là, là, on voit clairement l'évolution. En fait, on a vu un début d'évolution quand elle a affronté, quand elle a commencé à s'entraîner avec Henri Cerudo, où en lutte, en fait, elle a mixé les amener au sol du sanda avec de la lutte pure. Et déjà, ça lui avait fait passer un step. Mais là, tu sens effectivement qu'elle a commencé à plus taffer son sol parce qu'effectivement, elle avait combattu contre Esparza pour récupérer sa ceinture. Et Esparza, c'était une lutteuse d'élite, la meilleure lutteuse de la catégorie. Donc c'était très intelligent d'avoir un sol qui pouvait en fait rivaliser avec elle une fois qu'elle tombait au sol, en fait, finalement. Mm. Même si bon, finalement, elle n'a pas réussi à l'amener puisque les défenses de takedown de Zhang étaient parfaites. Et surtout, le danger qu'elle a créé au sol a, je pense, surpris Esparza. Mais tu sens qu'elle a pris goût. Je pense qu'elle a pris goût au sol. Ouais, je suis Ça va d'accord. au-delà de ça. Je pense que vraiment, il y a une bascule où maintenant, elle peut prendre du plaisir à faire un combat où elle va l'amener, enfin, elle va faire que du sol. C'était Bah, très intelligent d'ailleurs là, pour ce combat-là. elle y a pris goût parce qu'elle performe aussi dans ce domaine. Je pense qu'elle est douée pour ça. Elle est très forte au sol. Ouais. Ah ouais. Non, et puis surtout pour ce combat-là, au vu de la différence de gabarit et d'allonge avec Lemos, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Le game plan, il était parfait parce qu'on a vu que debout, il pouvait y avoir danger, quand Ouais, même. Tu clairement. vois. Donc on va commencer avec le round 1. Round 1, bon, bah, qui commence tout de suite à l'avantage de Zhang, puisqu'elle saisit la jambe de Lemos avec un balayage magnifique. Alors là, on était typique dans une amenée type Sanda, pour le coup. Ça, c'était vraiment les amenées parfaites du Sanda. Derrière, elle plie Lemos en deux, c'est-à-dire qu'elle va chercher en fait à lui mettre la pression, à lui ramener les jambes à la tête en roulade arrière, en fait, tout simplement, pour C'est pouvoir très passer sa désagréable, garde. ça. Très désagréable. Y a que toi qui kiffe ça. Il y a que Moi, toi qui j'adore peux ça. rester 2 heures comme ça. Mais non, mais je sais pas, c'est une souplesse que j'ai que d'autres n'ont pas. Mais oui, oui, non, effectivement, ça me gêne pas du tout. Mais elle, visiblement, ça la gênait. Et c'est très intelligent parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu enlèves complètement la possibilité à ton adversaire de mettre des up kicks, tout simplement, parce que tu contrôles parfaitement les jambes. Et surtout, en plus, ça te donne le chemin direct, en fait, pour passer la garde de l'adversaire. Et tu peux même, en plus de ça, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas obligé de contrôler les deux jambes quand tu ramènes l'adversaire comme ça en arrière. Si tu contrôles une jambe, la deuxième suit d'office. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Tu peux pas avoir un pied collé au sol comme ça à côté de ta tête et avoir de la puissance pour frapper en fait avec ton autre jambe. Ce L'autre qui fait jambe, que elle est levée automatiquement. c'est ça, tout suit. Ce qui fait que ça te libère une main pour pouvoir frapper à l'intérieur des jambes. Et ce qu'elle a très bien fait d'ailleurs. Pour commencer en fait son travail de grand endpoint. Derrière, elle l'a passé et puis elle lui a mis la pression, une pression de malade. En fait, tu sens que dans son positionnement, tu sais ce qu'on appelle le jiu-jitsu invisible, où tu mets des points de contrôle pour en fait stabiliser fortement ton adversaire. Bah, elle le maîtrise, elle commence à le maîtriser, ce qui lui a donné le chemin en fait. Et elle s'est pas précipitée. C'est ça que j'ai aimé pour aller au grand endpoint, mais elle a pas frappé tout de suite. C'est-à-dire qu'elle était dans la demi-garde parce que les mots, elle gère bien au sol. Hein. Enfin, tu sais, elle recomposait bien, c'était Bah, dur on de l'a lui vu, passer hein. la garde. On l'a Ouais, vu, hein. Sur tout le combat, elle a géré les défenses, même quand tu sentais qu'elle était en grande difficulté, il y avait toujours le bon mouvement pour recomposer, etc. Donc c'était. mm. Non, non, elle a assuré. Ouais, ouais. Et derrière, il y avait la patience en fait de Zhang pour atteindre le moment où elle peut frapper sans risquer d'être basculée ou renversée. Donc ça, c'est tout. En fait, c'est toute la difficulté quand tu es une strikeuse
c'est de savoir justement comprendre ces moments-là. Tu sais, quand tu te mets au sol et que tu veux faire du ground and pound, souvent une strikeuse va se lancer et va envoyer du ground and pound, quelle que soit la position. Et toute la difficulté, c'est de savoir quand on peut frapper et quand on ne peut pas frapper. Et tu sens que Zhang, en fait, ça bascule, son amélioration de niveau vient de là. C'est qu'elle sait quand elle peut frapper et quand il ne faut pas frapper, en fait. C'est pas quand elle ne peut pas, c'est quand il ne faut pas frapper. Mais tu sais, souvent, le fait de frapper très tôt, ça relève un manque de confiance en ton sol. Oui, Tu veux finir vite parce que tu sais que tu vas pas maintenir la position longtemps. Là, elle a confiance en son sol, donc elle sait que même si elle frappe pas, elle sait qu'elle peut contrôler tout le combat. oui, Enfin, tout le round, elle sait qu'elle peut contrôler, améliorer sa position. Elle peut faire du grab pur. exactement, exactement. Après, Lemos, on l'a dit, elle a été dangereuse, c'est-à-dire que dans ce premier round-là, il y a une première alerte pour Zhang, c'est-à-dire que Lemos vient, arrive à se remettre sur ses fesses et arrive à trouver l'angle pour attaquer. Alors, désolé, tout commentateur et français et étranger, parce que toi, tu l'as écouté donc visiblement sur RMC, et moi, je l'ai écouté, Je me suis arraché les cheveux. et D'ailleurs, moi, j'en ai plus. je l'ai écouté avec les commentateurs américains. Ce n'est pas un bras-tête, mais c'est bien une ninja choke. Et on en a déjà parlé. La différence entre le bras-tête et la ninja choke, c'est que tu peux pas appeler un bras-tête s'il n'y a pas le bras dedans, Ouais, il n'y a en pas le bras, fait. il n'y avait que la tête dedans. Ouais. Et Il n'y a c'est que la une tête. technique, c'est une soumission en fait qui est très à la mode en ce moment dans le MMA, qui a été attaquée par Bueno Silva contre Holmes. Qui là est attaqué là. Enfin, c'est vraiment une technique qui. Il y a aussi malheureusement notre française Claire Lopez qui aussi a subi cette soumission-là sur sa ceinture au Rising, enfin sur le combat pour la ceinture au Rising. Donc c'est une soumission qui est très efficace. Qui est Et très attaqué par les membres du MMA Factory depuis un moment déjà. Nassourdine, il oui, l'avait souvent tenté. oui, Et en fait, c'est une sorte de guillotine, mais où on vient verrouiller en Mataleon. ouais, tu fais un Mataleon mais à l'inverse en fait. Au C'est lieu d'être ça. derrière, t'es devant quoi. Donc oui, effectivement. Donc elle attaque cette ninja choke qui paraît bien verrouillée, mais très rapidement, je sais pas, je vois le combat, je sais pas ce que tu en as pensé, mais je me dis, oh non, c'est bon, elle le gère, elle va pas taper parce C'était qu'elle était sur juste, le côté. c'est ça. C'était juste une question d'angle. Ouais, Elle avait l'angle pour. Alors, c'est très difficile de déverrouiller une Ninja Choke. C'est pour oui, ça qu'elle patiente en fait, hein. Elle cherche pas à ouvrir parce que c'est compliqué. Donc, comme elle a les bras libres, elle met un peu de ground and pound. Et puis, elle attend que ça se libère tout seul. ouais, du grand end pound, elle envoie des genoux aussi, elle Mm. envoie beaucoup de genoux dans le dos. Voilà, elle essaie de faire réagir Lemos pour qu'elle relâche d'elle-même. En fait, finalement, elle essaie de faire relâcher Lemos d'elle-même. Elle finit par sortir, elle arrive à se placer, elle envoie ses coudes. D'ailleurs, bonne gestion des coudes, même ils n'étaient pas très efficaces dans le dégât. Mais par contre, la manière dont elle arrivait à les placer, tu sais, en prenant la distance, en poussant et en redescendant, tu sais, en Ouais. relâchant le cric pour envoyer ses coudes, c'était pas mal parce que ça marque, même si ça marque pas physiquement, ça marque au niveau des juges. Donc c'est intéressant. Finalement, ça se relève et on a en fin de round Lemos qui retente la ninja choke de debout parce que sur une phase où elle était collée à la cage justement parce que la ninja choke est très efficace quand on est dos à la cage. Et Zhang, cette fois-ci, elle la laisse pas s'installer, elle l'arrache, elle la met perpendiculaire à elle, elle la jette par terre. Et le round se termine un petit peu comme ça, quoi. Ouais. Donc là, pas possibilité pour elle de conserver la soumission parce qu'elle l'a jetée en l'air, quoi. Ouais. Et là, je pense que à partir de ce round-là, Zhang, elle voit le chemin de la victoire, tout tracé. Oui, Elle ouais, ouais. comprend que tant qu'elle contrôlera au sol, y a pas de danger. Parce qu'au final, Oui, je sais même pas si on sait même pas si c'était le game plan d'origine, hein. Parce qu'elle se fait balayer très tôt. oui, Les mots, ça se fait balayer très tôt. Donc Zhang suit. Je pense qu'elle voit à ce moment-là qu'elle a le dessus au sol. Et peut-être qu'elle adapte à ce moment-là. peut-être, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, c'est dans le début du round 2 qu'elle va se rendre compte que ce game plan-là, si c'était pas prévu à la base et qu'elle l'a adapté sur ce moment, va se rendre compte que c'est le bon game plan. Parce qu'au début du round 2, elle va échanger un peu plus debout. Enfin, ça va durer un petit peu plus longtemps avec Lemos. Et par deux fois, il y a Lemos qui va toucher durement avec sa droite. Alors, pas au point de faire tomber, de faire l'ascenseur à Zhang, mais tu sens que Eh, quand même, elle aime pas les prendre.
Franchement, tu sens la puissance. C'est rare de sentir la puissance à travers l'écran. Et les coups de Lemos, tu sens qu'elle peut l'éteindre. Franchement, je Oui, sentais qu'elle avait ce qu'il fallait pour l'éteindre. oui. Et donc, Zhang elle est partie en body lock et elle a envoyé son takedown tout de suite, en fait. Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle est partie tout de suite sur la lutte. Alors là, et pour le coup, là, on n'est plus dans le sanda. Elle est rentrée sur une technique de lutte pure où elle est venue chercher le body lock et venir faucher, tu sais, basculer les mosses Magnifique. pour l'emmener, quoi. Magnifique dans le timing, parfait, quoi. Euh, donc, quand Lemos, en fait, et là, donc il y a l'échange au sol, et tu vois que Zhang, c'est là où on a vu qu'il y a vraiment aussi une progression au sol, c'est que quand Lemos, elle ponte, tu sais, et qu'elle essaie de la basculer, t'as Zhang qui suit parfaitement bien à chaque fois. C'est-à-dire qu'elle se laisse pas embarquer avec Lemos, justement, et elle arrive toujours à rester à plat, tu sais, parce que c'est ça l'erreur. Finalement, quand quelqu'un ponte, si tu t'enroules avec lui, tu vas tomber, tu vas chuter, tu vas te retrouver en dessous. L'idée, c'est d'aller toujours un tout petit peu plus loin que ton adversaire, mais en étant toujours à plat. Les jambes, en fait, les jambes avec un écart, entre guillemets, que ça soit tes genoux, que ça soit tes pieds ou quoi que ce soit, mais c'est souvent les genoux en général parce que t'es sur une phase où tu es plutôt à genoux d'ailleurs. Hmm. Et quand on t'envoie, il faut que tu arrives à aller tout de suite un tout petit peu plus loin de ton adversaire pour prendre un temps d'avance sur elle et en fait aller faire un contrôle différent plus loin. Et Zhang le fait à la perfection. Vraiment, pour le coup, c'est très bien ce qu'elle fait et jusqu'à même aller prendre le dos de Lemos suite à ces phases en fait finalement ouais, comment je pourrais dire ça? Je dirais pas de scramble parce que c'est pas du scramble, mais Ouais, c'est ces phases où il y a du mouvement quoi, de où mouvement. où Ouais, elle c'est va ça. chercher à capitaliser sur Lemos quoi. Ouais. Non, non, franchement, elle a un sol impressionnant. Ouais. On voit Et vraiment, on voit de combat en combat l'évolution. C'est plaisant à voir, hein. Et puis son chemin, il est propre parce que en fait, tu te rends compte qu'elle va chercher le dos à chaque fois en fait. C'est quand l'adversaire se met en turtle, elle a ce réflexe en turtle, c'est-à-dire, c'est vrai qu'on dit souvent en turtle, mais c'est quand l'adversaire se met à genoux, la tête dans les bras, tu sais. Donc là, il y en a certains qui vont rester face, mais c'est une erreur parce qu'en lutte, tu peux te faire amener. L'idéal, c'est de passer derrière et de venir après chercher le dos. Elle le fait tout de suite. Elle a vraiment ce réflexe où dès que l'adversaire se met en turtle, elle vient, elle passe dans le dos, elle ceinture et puis après derrière, elle va chercher le dos. Le dos ou le crucifix d'ailleurs, les deux. Parce que là, quand elle prend le dos dans le deuxième round, tu sens qu'elle se place pour le crucifix à la base parce qu'elle vient elle vient embrasser en fait le bras opposé. Elle prend le bras opposé, elle se met perpendiculaire à son adversaire. Finalement, Lemos, tu sens qu'elle est encore trop puissante dans le combat pour pouvoir l'arracher. Et donc dans la transition, elle lui reprend le dos, quoi. Le crucifix qu'elle avait mis au combat d'avant, justement, pour gagner. Oui, Elle avait étranglé à partir du crucifix arrière. Et là, bah, de toute façon, dans les rounds suivants, elle a réussi à l'avoir. Mais oui. tu sens que c'est son truc. Ouais, ouais, elle est à l'aise et puis je pense qu'elle se sent à l'aise pour frapper en fait de cette position-là parce qu'il y a Ouais. beaucoup plus d'amplitude en fait. Quand tu frappes en crucifix, tu as plus d'amplitude que quand tu es dans le dos particulièrement, tu vois. Et elle nous a montré aussi ses passages de garde efficaces, des passages de garde très efficaces en fait dans ce combat, enfin dans ce round-là. On a tout montré. Franchement, si vous regardez tous les détails, moi, le truc, bah, parce qu'on travaille beaucoup en ce moment, mais c'était les placements de tête. Oui, Que ça soit en lutte ou au sol, quand elle est en demi-garde. Tu sais, dès qu'elle sent que la tête est à la même hauteur que la tête de Lemos, elle vient pousser son menton pour replacer sa tête sous celui de Lemos. Elle fait jamais l'erreur de se mettre trop en avant pour comme ça son poids serait mal réparti, elle se ferait renverser. Non, elle redescend systématiquement, elle va mettre des frappes, elle va se replacer. Elle met des frappes, elle se replace. Debout, pareil, dès que la tête de Lemos la gêne, tac, elle prend l'extérieur, elle replace son front sur la mâchoire. À chaque fois, il n'y a pas d'erreur de ce côté-là. Et c'est des choses très simples, hein, mais c'est des choses en combat qu'on oublie de faire. Et finalement, oui. en le faisant, on se rend compte qu'on prend un avantage de malade. Ah bah si tu as un bon positionnement, de toute façon ton adversaire, en fait c'est lui qui va fournir l'effort. Toi tu le fournis pas. Tu sais souvent tu sais t'entends des gens qui disent putain tu pèses combien? C'est à la fin du combat. Mm. Tu pèses combien? Tu pèses combien? Mais en fait parce que les gens pensent que tu es super lourd, mais t'es pas super lourd. C'est juste que tu t'es tellement bien placé, tu as tellement mis tes points de contrôle, tu as tellement saisi les bons comment dire les bonnes parties du corps de ton adversaire que finalement lui va devoir fournir un effort surhumain pour essayer de te faire bouger un petit peu là où toi tu es juste en fait calé
finalement. C'est la gestion de la force, la gestion de l'angle, la gestion des leviers et effectivement la gestion de la tête qui va permettre en fait de vraiment fixer ton adversaire, quoi. Mm. Suite Ouais. à ça, on rentre dans le round 3. Là, donc, encore une fois, un petit peu d'échange debout. C'est là où elle commence à sortir ses side kicks, tu sais, qui sont très, très puissants. Donc là, on revient dans le côté Kung Fu Sanda où tu sens que c'est une frappe, justement, qui est très caractéristique, en fait, de cette discipline. Et elle les maîtrise encore très bien. Des sides au corps et même à la tête, vraiment super propre, où c'est très explosif, en fait. C'est la force de ce coup, c'est que c'est très explosif. T'exploses vers ton adversaire et tu le coupes en deux. Ouais, ouais. C'est Non, mais magnifique. toutes les techniques de jambes du Sanda, elles sont létales. Ouais, ouais. Franchement, je sais pas si tu te rappelles des combats de Kong Lee. Ah oui. Il avait des kicks, laisse tomber. C'était des battes de baseball. Ouais, puis tu sens en plus que quand tu as appris avec l'école chinoise où tu as répété 1 milliard de fois chaque frappe, tu Ils ont une sais, variété en c'est vraiment plus. ça. Coup de pierre tourné et tout, tout est maîtrisé. Ouais, ah ouais. Donc ouais, tout est maîtrisé à la perfection et tout est précis et puissant. C'est vraiment ça. Derrière, elle envoie un contrôle à la cage pour prendre le single leg. Derrière, l'adversaire, enfin, elle reste debout. Elle envoie quelques frappes. Lemos est au sol. Elle finit par passer sa garde, position latérale, puis encore une fois le dos. Euh, on voit Lemos qui survit bien. Et je dis bien survit bien parce qu'on est vraiment dans la survie. Elle se relève, mais toujours un contrôle de Zhang à la cage. Enfin, tu sens que là, effectivement, alors il y a pas de tentative de soumission particulière, mais elle est encore dans le contrôle, quoi. Encore dans ce round 3, on sent que le chemin, ça a été encore le sol, et avec encore une technique de lutte parfaitement exécutée, quoi. Ouais. Ouais, non, mais après, de toute façon, une fois que tu as trouvé le chemin, pourquoi changer? Bah, pourquoi changer? C'est la bonne question, et tu me fais une bonne transition, parce que dans le round 4, justement, tu te rends compte qu'elle se teste un peu plus en striking face à Lemos. Tu vois, elle cherche pas forcément à aller au sol, alors qu'elle a encore l'énergie pour, parce qu'elle est encore fraîche dans son énergie. Mais beaucoup plus de striking, puisque pendant 3 minutes, elle va striker enfin, Zhang va striker. Et tu sens que Zhang, elle a quand même du mal à trouver sa distance avec les mots. Elle la touche pas, c'est pas clair, sauf sur justement ces fameux side kicks. Tu sens que c'est pas clair, tu sens ouais, qu'elle a du mal, que ça se Ouais, passe pas super bien, quoi. pour moi, si le combat se déroule uniquement en striking, si elle n'arrive pas à l'amener au sol, les mots gagnent. Oui, Je parce que pense que les mots va la toucher en anglaise et elle va lui faire très mal. tu te rends compte que là, dans ces 3 minutes, c'est Lemos qui touche le plus, en fait, debout. Enfin, plus significativement, en fait, tout simplement. Donc, ce qui, en fait, pousse Zhang à shooter. Donc, il reste 2 minutes de combat. Elle shoot et elle a eu quand même un petit coup de chance. Enfin, un coup de chance et aussi une bonne technique parce que, bon, elle est descendue sur le bon niveau pour shooter. Mais elle passe sous un coup de coude de Lemos qui aurait pu lui ouvrir la tête en deux. Enfin, tu sais, ça l'aurait peut-être pas mis KO, mais je pense qu'elle aurait pu avoir une très belle coupure sur ce coup de coude parce qu'il part super bien. Ouais. Vraiment, tu sens que Lemos anticipe le shoot et elle envoie son coude. C'est en fait la chance que Zhang, je crois, elle a eue, c'est que Lemos a envoyé un coup de coude en fait, comment dire, circulaire, là où elle aurait dû l'envoyer remontant. Tu vois. Si elle l'envoie remontant, je pense elle prend elle prend le front Elle le prend ouais, dans le front, ouais. ouais, elle prend le front de Zhang et là, ça peut changer tout le combat parce que elle aurait été salement ouverte, je pense. Donc, la force des coups de coude, hein. Derrière, il y a une nouvelle tentative de ninja choke justement de Lemos et Zhang qui sort tout aussi Ah, facilement. Enfin, tu sens que elle est mal verrouillée, celle-là. ouais. Elle est Ben, en espèce de papillon. Elle est en garde papillon un peu. Elle est mal verrouillée. La tête est déjà quasiment sortie au moment où elle chute. ouais. Mais tu sens de toute façon que Zhang, ça y est, elle a pris le premier qui l'a surpris. Les deux d'après, elle sait qu'elle va attaquer ça. Elle se rend compte, et nous aussi on se rend compte que c'est un peu la seule arme qu'elle peut lui imposer au sol. Donc voilà, il suffit juste d'être vigilant là-dessus et dès que tu vois le bras en fait qui commence à se glisser, parce que alors c'est tout le paradoxe de cette technique en fait, c'est que elle est redoutable quand tu la places et que tu la verrouilles correctement. Mais par contre, pour la verrouiller correctement, il faut surprendre ton adversaire. Parce qu'en fait, comme tu as juste la tête,
En fait, avant même que tu puisses verrouiller, tu as des possibilités de sortie. Là où avec le bras-tête, tu as de quoi, t'as plus de choses à saisir, tu vois. Tu contrôles Mhm. mieux le corps de l'adversaire. Maintenant, Avec, maintenant, on ouais, constate quand même que sur tous les gens qui la tentent, ils finissent tous par la verrouiller au moins une fois, tu vois. oui, C'est quand même une technique qui surprend, et surtout dans les phases de lutte à la cage. C'est un peu plus mhm, difficile comme elle le faisait Lemos, parce qu'elle, elle l'attrapait dans la chute, tu vois. Et oui. dans la chute, voilà, tu as le temps de bouger, etc. Mais à la cage, quand on est dos à la cage, c'est une arme que je vous invite à travailler parce que ça surprend énormément. Oui. Ah oui. Bah, parce que c'est tout indiqué, parce qu'en fait, ton adversaire te met la pression avec l'épaule et donc tourne la tête. En fait, il a l'oreille collée à ton buste. Et finalement, en fait, tu as juste à remonter. Tu te sers en fait, c'est ton adversaire qui te la donne. C'est ce qui s'est passé avec Holmes contre Bueno Silva. Elle était Ouais. en train de mettre la pression à la cage, l'épaule au niveau des hanches. Et Bueno Silva, elle a juste eu à se décaler, à rentrer le bras et à verrouiller. En rentrant le menton, enfin, elle est venue verrouiller le cercle avec le menton sur la main. Et à partir de ce moment-là, c'était fini. Tu ne peux plus sortir. Enfin, ou alors très, très difficilement. Donc, on ne vous donne pas la sortie tout de suite. Peut-être qu'on la montrera dans un tatami connexion breakdown. C'est un truc tout bête, hein. Il y en a deux tout bêtes. Il y en a une qui te permet de survivre et puis il y en a une qui te permet de survivre. Donc, en fait, dans les deux cas, tu survis. Mais on le dit pas tout de suite. On a besoin de garder des petites cartes dans notre jeu aussi. Donc voilà. Round 5 et dernier round donc. Bah, je sais pas pour toi, mais moi j'ai compris bien avant déjà que le combat Juste il irait jusqu'au bout. ce que j'ai noté quand même, c'est à l'entame du round 5, il y a Ouais. 182 frappes significatives pour Zhang contre 21 pour les Mos. Et ben c'est marrant que tu l'aies noté parce que moi j'allais en parler après. J'ai noté en fait les statistiques de fin. Et ben c'est marrant que tu dises ça maintenant. On les garde là parce que tu dis 21 pour les Moss. On garde ça tout de suite. On garde ça pour après. Tu verras pourquoi. Round 5, donc grosse droite en contre de Zhang. Donc tu la vois, elle touche très durement. Elle suit au sol avec un gros grand endpoint, mais Lemos attaque la jambe sans succès. En fait, tu sens qu'elle s'enroule dans la jambe un peu, bah voilà, parce que c'est tout ce qui lui reste en fait de venir Ouais. et de prendre cette jambe-là. Mais Zhang, elle réagit très bien, elle suit très bien. Elle va vers le dos, elle prend le crucifix. C'est à ce moment-là qu'elle arrive à reprendre son crucifix, où elle vient bien matraquer Lemos justement dans cette position-là. Mais Lemos, elle a son sol quand même, hein. Défensivement, elle est quand même super bonne parce elle arrive à sortir. Elle sort bien, mais Zhang suit. Elle amène, comment dire, elle l'amène avec un barrage arrière. Lemos parvient à se relever en demi-papillon, en fait, à basculer justement Zhang. Et Zhang prend la guillotine, en fait, tout simplement. Enfin, une guillotine qui n'en est pas une, hein, parce que enfin, c'est juste un contrôle. Et puis Mm. finalement, ça s'arrête là. Mais t'as un bel échange quand même au sol. Enfin, ouais, là, j'ai fait 5 minutes en 30 secondes. Mais bon, c'est un peu l'idée de la chose, c'est qu'il y a du contrôle au sol et tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment encore bonnes jonctions au sol. Il y a eu du bon travail de deux côtés, bon renversement en demi-papillon de Lemos. C'était donc papillon garde papillon. Quand on dit papillon, en fait, c'est quand on a les jambes à l'intérieur des cuisses, les crochets à l'intérieur des cuisses de l'adversaire. On a cette distance, en fait, on garde de la distance grâce aux jambes, en fait, tout simplement. Et c'est un levier qui est vraiment très fort pour pouvoir renverser l'adversaire. Et donc, ça a été très bien géré par Lemos, hein, qui de toute façon est plus grande. Donc meilleur levier aussi. Ouais, en fait, on a eu une Zhang qui a été au sol hein, et en lutte, qui a été à l'attaque du début à la fin, Ouais. parfaite. Et une Lemos qui était en défense, parfaite aussi en vrai, hein. Hmm. Parce que ce qu'elle faisait, c'était parfait. Mais elle a jamais eu ce petit temps de. Elle a jamais rattrapé son petit temps de retard pour prendre les devants sur l'attaque. Donc finalement, elle pouvait rien faire en fait. Elle pouvait que réagir. Oui. Mais il n'y a rien de pire que d'être dans la réaction. Ouais, ouais, mais c'est ce qu'on dit souvent là, surtout on travaille là-dessus, hein, sur la réaction ou la proaction, en fait, tout simplement. Euh, il vaut mieux être dans la proaction
et tuer dans l'œuf en fait l'action de ton adversaire, c'est-à-dire faire en sorte que ça n'arrive pas ou que tu puisses la bloquer avant même qu'elle n'arrive, c'est-à-dire que quand tu es dans une position au sol ou quoi que ce soit, faire en sorte d'avoir toi le petit temps d'avance et mettre les choses en place pour avoir ce temps d'avance, plutôt que d'être dans la réaction où tu vas courir en fait après ton adversaire tout le temps. Et c'est ce qui s'est passé là dans ce combat-là. C'est-à-dire que voilà, l'exemple parfait, tout à l'heure on en parlait sur ce combat-là, où tu vois Lemos qui ponte pour renverser l'adversaire et Zhang qui va un tout petit peu plus loin en fait pour pouvoir changer de position et reprendre une position de contrôle plus loin et ensuite aller dans le dos et avoir ce temps d'avance. Zhang, elle a été alors ouais, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'elle est dans la réaction, mais elle est dans la bonne réaction. Mais elle a très bien plu parce que en fait, tu sais, on peut pas savoir, finalement, on peut pas savoir si elle est dans la réaction ou la proaction. C'est-à-dire, on sait pas si parce que Lemos est parti, donc elle a été plus vite que Lemos, ou est-ce qu'elle a senti que Lemos allait partir et donc elle a anticipé en sautant par-dessus. Si c'est le cas, si elle a anticipé et qu'elle a sauté par-dessus, c'est de la proaction. Si c'est pas le cas et que c'est de la réaction, mais c'est de la réaction intelligente où vraiment elle a été, Ouais. voilà, Tu c'était vois, son jour, quoi. un exemple tout bête de proaction, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de se replacer, sa tête à chaque fois. C'est-à-dire qu'elle met deux, trois frappes. Dès qu'elle sent que la position commence à s'équilibrer un peu, tac, elle se replace. Elle oublie le grand endpoint, elle se replace. Ça, c'est de la proaction. Ouais. Juste en faisant ce petit mouvement de tête, j'ai annihilé toutes les prochaines tentatives de mon adversaire. C'est ça. Et en fait, il faut réfléchir son sol comme ça. Il faut réfléchir le sol en proaction et pas en réaction. Moi, son sol, sa lutte, sa boxe, en fait, finalement, c'est ça. Il faut avoir ce temps d'avance. Il faut limite être clairvoyant sur ce que l'adversaire va faire, tu sais, et pouvoir gérer avant même que ça arrive, quoi. Tout simplement. Mais ça vient aussi avec l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut être dans la proaction quand on a vu suffisamment de situations pour pouvoir ressentir les choses. Parce que finalement, le sol, c'est pas que de la technique. On pense qu'il faut emmagasiner 1 milliard de techniques, mais il y a plus de sensations, de Exactement. sentir comment l'adversaire se place. Des fois, ça joue de l'ordre du millimètre. Juste Exactement. un petit crochet, un bout de pied, une main, un truc comme ça, qui paraissent en fait anodins. En fait, avec l'expérience, on se rend compte que ça l'est pas. C'est Et la que, grosse, c'est la grosse différence avec la boxe, où la boxe, c'est la qualité première, ça va être le coup d'œil. Parce que tu ouais, vois ce qui arrive, tu vois. Alors que le sol, tu vois pas. La preuve, non, ce qui se passe dans ton dos, au niveau de tes jambes et tout, quand tu as la tête collée à la tête de l'adversaire, tu le vois pas. Il faut que tu le sentes. Et en fonction de ce qu'elle fait, de comment ses jambes se placent, etc., tu anticipes ce qu'elle va faire. Parce qu'il y a pas 10 milliards de choses à faire, en vrai. Les ouais, sorties, c'est toujours les mêmes quasiment. Encore oui. plus en MMA. Ah oui, oui, avec un sol qui est beaucoup plus épuré. C'est ça. Donc tu sais ce qu'elle veut, la personne. Donc tu peux très vite l'anticiper. Ouais, je suis d'accord. Je dis souvent qu'on voit avec l'ensemble du corps. En fait, quand tu fais du jiu-jitsu brésilien, tu vois avec l'ensemble du corps. Donc voilà. On arrive donc à la fin de ce combat. Bon, victoire, décision unanime, il n'y a pas besoin de le dire, hein. De toute façon, vu ce qu'on a raconté sur 5 rounds, décision unanime pour Zhang qui conserve sa ceinture. Et tout à l'heure, donc combien tu disais de frappes significatives Zhang et 182, 21. ouais. Et ben quand tu prends les chiffres à la fin du combat, on est à 288. Donc elle a mis 106 frappes de plus sur ce dernier round contre 21. En fait, c'est-à-dire que Lemos, sur le dernier round, n'a pas mis une seule frappe. Tu vois, c'est marrant que tu aies mis cette statistique-là, ça veut dire qu'elle n'a pas touché une seule fois sur le round 5, qui a été complètement à l'avantage de Zhang. Et donc, elle a un takedown. Je crois qu'elle en a tenté 6, mais elle en met un véritablement. Alors, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ils n'ont pas dû tenter, ils ont pas dû compter le balayage de début. Je pense qu'ils ont compté que le takedown. Mais non, mais en fait, je comprends pas pourquoi ils ont mis qu'un takedown. Parce que Ah, on en a plus, hein. eh ben oui, en fait, maintenant que je relis, qu'on a fait le récap et que il y en a Je au moins pense trois. que un, c'est peut-être que tu as vu la stat du dernier round seulement. Euh, Non, bah non, c'est pas possible. Je ne sais pas. Non, bah non, 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 c'est parce que attends. Non, c'est pas la stat du dernier round puisque il y a l'élément d'après, c'est 14,52 minutes de contrôle contre 0 de Lemos. Effectivement. Donc tu peux pas contrôler 14 minutes sur un round de 5 minutes. C'est pas possible. Je Donc vais non, ils voir se sont si trompés. je. Ouais, ouais. Ils ont dû se tromper parce que moi j'en compte au moins 3 ou 4 des takedowns.
T'as Ouais, la moi saisie de aussi. jambe, le balayage, t'as le body lock avec le fauchage là, enfin ouais, la bascule. Tu as le double leg qu'elle lance, t'as le single leg qu'elle prend à la cage. Ah non, non, ils se sont trompés. Non, à mon avis, c'est les 6 tentés, en fait, c'est 6 Ah non, takedowns. c'est 6. Elle en a réussi 6 takedowns, 6. ouais, 6 6 takedowns, ouais. sur 7. Elle en a 6 sur raté 7, un. d'accord. Alors, j'ai les Ah stats. oui, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Bah, j'ai peut-être, oui, c'est vrai que dans la précipitation, j'ai peut-être, tu sais, le temps que ça se met, tu prends tes notes vite fait, j'ai dû mal lire. Mais effectivement, je pensais que c'était 6 tentés, un réussi. Tu sais, quand j'ai lu le truc vite fait. C'est pour ça que je me dis, non, c'est pas normal. Donc vraiment, un combat à sens unique. Vraiment un combat à sens unique. Il suffit juste de voir ces. Voilà, sur un round, elle a pas touché une seule fois, significativement. Là où l'autre l'a touché 106 fois de plus. Et le pire dans tout ça, c'est que Lemos est très forte, tu vois. Elle a fait un bon combat, Lemos. C'est une très bonne combattante. Oui, C'est oui, oui. juste que Zhang a eu le game plan parfait et l'a maîtrisé de bout en bout. Mais maintenant, il y a qui pour Zhang dans cette KT? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est là pour le coup, c'est la définition, enfin c'est le problème des KT féminines, c'est que tu te rends compte que tu as la championne et que derrière ça peut être compliqué. Surtout que Rose, bah, elle est montée. Donc, puisqu'elle va combattre contre Manon Fiorot là, à l'UFC Paris. Donc, est-ce qu'elle va redescendre? Je ne sais pas. Je ne sais Ouais. pas. Tout dépendra aussi du combat contre Manon. Rappelons que Mais Rose a battu 2 fois Wally Zhang. ouais, ouais, elle l'a battu 2 fois. Maintenant, elle a battu une Zhang qui n'était pas comme ça. Je- Ouais, je suis d'accord. Mais Là, je sais pas. pour moi, la Zhang d'aujourd'hui est beaucoup plus complète que Rose. Et même au sol, en lutte, partout. Parce que c'était quand même la décision. Le premier, c'est high kick, elle la met KO. Voilà, c'est indéniable. Deuxième, c'est une décision qui était litigieuse. Litigieuse. Ouais, J'ai encore du mal avec cette décision. Là, je vois pas Rose. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est montée aussi. Hein. Je pense que Zhang, elle a pris trop de force. Elle est ça trop fait peur, puissante. hein. Ça fait peur, Ah ouais. Zhang. Mais Ah ouais. du coup, est-ce que ça vaudrait le coup pour elle de monter? Parce que finalement, il n'y a plus personne. Maintenant, est-ce que physiquement, Voilà, elle c'est est ce que j'allais petite, dire. hein? Elle est courte. Voilà, Ouais. c'est la taille, en fait, c'est la taille. C'est pas la puissance physique, mais la taille qui me pose problème. C'est que tu sens que là, tu vas contre une Lemos qui avait plus d'allonge, tu sens qu'elle a du mal elle a du mal. Elle a du mal avec ça. Bon, maintenant, elle a son sol qui peut compenser, mais tu sens quand même que elle a du mal à trouver sa distance, là, visiblement, quand une Mm. adversaire est plus grande. Donc, monter, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose à faire pour elle. Ouais. Ouais. Bah écoute, faire des rematchs, hein. Bah, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle qui arrive et qui pourra rivaliser, quoi, en fait, tout simplement. Ouais. Ou alors tenter, enfin faire une montée juste pour une ceinture, tu vois. Comme ça se fait maintenant. Tenter le double jump sur un combat. Peut-être, peut-être. Là, pour le coup, chez les féminines, c'est vrai que c'est un peu plus justifié parce que bah, par la pauvreté des catégories, quoi. J'en parlais avec Nora qui me disait qu'il y a quelques années, Wiley, elle avait défié Valentina. Ouais. Que Valentina avait dit oh, fais tes preuves, c'est encore trop tôt pour toi. Moi, je pense que les preuves sont faites. Donc pourquoi pas faire ce combat, tu vois? Faire un super fight comme ça. Faire une montée sur le long terme, je pense pas que ce soit viable pour elle. Mais sur un super fight, écoute, ça se tente. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai. C'est vrai. À voir. Après, bon, là, je vois, faut qu'elle passe quand même devant Manon, ou Rose, si jamais, enfin, avec le vainqueur de, de ce combat, normalement, a le title shot derrière. Ouais, Donc, clairement. et puis de toute façon, c'est plus Valentina la championne. C'est qui? Bah, c'est pas, comment elle Ah s'appelle? oui, c'est merde. Euh, La mexicaine. J'ai un trou Grasso? de mémoire. Grasso. Mais non, elle a Alexa perdu Grasso. Grasso. Elle a perdu contre qui? Merde, putain, c'est qui la championne? Oh là là. Oh le trou. Championne. On fait une aparté. Ouais. Heureusement que tu, UFC. heureusement que tu suis le MMA féminin. Et toi aussi, Bichon. Misogyne. Et Moujoujine. Moujoujine en 3 lettres. Euh, c'est toi. C'était quoi déjà ça?
Moujoujine. Grasse. T'es sûr que c'est pas Grasso? Si, je crois que c'est encore Grasso. À l'UFC 285, tu confonds, je crois. Tu confonds avec Alors, il n'y a pas eu tu- la tu- revanche? avec Shevchenko? Non, Ouais. non, non. Ça, par contre, je suis sûr et certain, il n'y a pas eu de revanche. Non, non, c'est Grasso. En 2023, le 5 mars 2023, non, il y a pas eu de combat depuis. Non, non, c'est Grasso. Alexa Grasso s'offre le titre en soumettant Valentina Shevchenko. Donc non, non, c'est Grasso. Ok. Ben oui, ben oui. Donc bon. Non, je vais pas dire de bêtises, mais je vais pas dire de bêtises. Oh, on est en train de perdre tout le monde à cause de toi là. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Dites-nous dans les commentaires qui est déjà championne, ça ira plus vite. C'est vrai que vous êtes meilleurs que nous à ce sujet-là. Bref. Bref. Allez, passons. De toute façon, on a encore un combat à, à analyser. C'est le main event. Donc, Aljamain Sterling contre Sean O'Malley. Le bon goût du j'avais raison. Enfin, j'avais raison. J'avais J'avais raison. raison, mais je l'ai pas dit. Non, alors, j'avais raison dans l'analyse. C'est-à-dire qu'on a eu notre débat, toi et moi, et j'ai dit attention. Et ce qui est marrant, c'est quand j'ai dit attention et le pourquoi du attention, on va en parler là, j'avais raison dans les grandes lignes. Le seul truc où je m'en veux, c'est que j'ai écouté la voix de la raison qui s'appelle Rolly et où j'ai changé mon pronostic en me disant ouais, c'est vrai, peut-être que ouais, Sterling, ouais, alors qu'à la base, j'avais donné au Malais. J'avais donné au Malais avec une légère avance, mais j'étais sur du 55, 45, tu sais, je te l'avais dit en plus, pour O'Malley. Et après, j'ai changé mon pronostic le long du podcast en me disant c'est vrai quand même, la lutte de Sterling et patati, et en plus il est volumineux, et en fait tu te rends compte que dès le face-à-face, tu te rends compte qu'il est pas si volumineux que ça par rapport à O'Malley. O'Malley, c'est plus le O'Malley d'époque. Aujourd'hui, il est buff, enfin buff, toute proportion gardée, Ouais, il est mais longiligne, donc il paraît toujours fin. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'écart, honnêtement, physique. Il n'y avait pas d'écart entre les deux. aucun, aucun. Donc parce que en fait, là on est faussé, je pense, avec un combattant comme Sterling sur son physique, c'est que le mec il est tracé à la mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a ces physiques, tu sais, qui sont volumineux, mais en vrai, on ne sait pas vraiment s'il y a une puissance de fou, tu vois, derrière. Il est volumineux quand tu le vois sur la photo, mais parce qu'il y a personne à côté de lui, tu vois aussi. Et là, finalement, quand tu le vois face à O'Malley ou face à face, et tu te rends compte que ça se vaut. Ça se vaut, sauf qu'il y en a un qui est pas tracé, quoi, qui est pas volumineux comme l'autre. Mais tu sens qu'il est plein. Tu sens qu'au Malais, aujourd'hui, il est plein. Tu vois, et tu sens que, voilà, il y a eu un vrai travail sur la prépa physique. Ouais. Et donc, ils se sont affrontés avec un premier round d'observation, on va dire. Enfin, ils ont pris beaucoup leur marque, mais surtout au Malais. Surtout au Malais, qui finalement a déjoué. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il a Sterling déjoué aussi, tout le hein. travail de Sterling. Sterling, il a rien foutu, hein. Bah, il a En rien. fait, les phases ont alterné entre un qui avance, un qui recule. Après, ça s'inversait. Bon, c'était quand même un peu plus Sterling, Bah oui, avec un travail de low kick qu'il essaie de mettre en place. Il encore envoyait une fois. Ouais, mais c'était sûr, on en Bah parlait. oui, bah oui. Qu'il essayait de mettre, mais bon, ça touchait pas durement, tu vois. Il mettait un peu de pression, mais bien loin de son débit habituel. Et tu sentais que quand même, il hésitait. Mais Il c'est pas hésitait à qu'il hésitait, c'est rentrer. qu'il pouvait pas. Mais non, mais il pouvait Non, pas. Et non, ça, je vais le redire. je parle pas de la lutte. Je parle pas de la lutte. Non, je parle pas de la lutte non plus. Il pouvait pas rentrer. Tu vois, dès le début, tu vois Sterling qui fait comme d'habitude, qui lui saute dessus, qui envoie un kick, tu sais, un peu comme il a l'habitude de faire, tu sais, un peu à l'arrache, comme ça. Et tu vois dès le début un O'Malley qui esquive, qui se déplace à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il n'y a pas de, tu peux pas mettre un momentum sur ces déplacements. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tu te rends compte que Sterling, très vite, il se rend compte qu'il frappe dans le vent tout le temps. Et donc, il arrête de frapper parce qu'il se dit, putain, je suis en train de perdre de l'énergie pour rien. Donc, il va falloir que je le cadre d'abord. Et c'est là où, en fait, où il arrête justement d'envoyer du volume comme il l'aurait fait d'habitude avec quelqu'un qui serait plus facilement cadrable. Tu vois? Là, tu te rends compte qu'il a du mal à cadrer O'Malley. Il a du mal à venir le coller à la cage. Et O'Malley, lui, dès qu'il est dos à la cage, de toute façon, il bouge.
il sort, il est à droite, il est à gauche, comme je te dis. Il fait ses mouvements. Et par contre, O'Malley, il frappe pas beaucoup. Mais à chaque fois qu'il frappe, il fait mouche. Que ça soit avec son front kick au corps, ou même il y a un moment, je sais pas si tu as capté, où il se déplace et il envoie son jab. Et tu vois Sterling, sa tête qui part en arrière. Franchement, il lui fait mal sur ce jab. Et en fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire que c'est pas qu'il envoie moins de volume par rapport à l'habitude, c'est qu'il ne peut pas envoyer du volume. Et c'est ce que je disais dans l'analyse. En fait, là où on parlait de proactif tout à l'heure, les défenses, elles sont proactives chez O'Malley de par déjà ses déplacements. Que ça soit en boxe ou que ça soit en lutte, tu peux pas le cadrer. T'arrives pas à le cadrer. Il est trop vif. Il a un trou, un bon coup d'œil. Il sait exactement où aller. Un peu comme un Adesanya. Finalement, quand tu regardes les déplacements d'O'Malley et quand tu regardes les déplacements d'Adesanya, Ouais, tu retrouves de la similitude. ouais. Et leur première défense, elle est là. Leur première base de défense, leur premier axe de défense, il est là. C'est que tu peux pas aller le chercher. C'est vraiment ça. Ouais. Il était serein. Il était serein. Et tu sentais que au niveau de l'allonge, on en parlait dans l'analyse, il n'y a pas un écart de fou, mais le moindre centimètre d'écart, c'est tellement maîtrisé au niveau de la distance que ça compte avec O'Malley. C'est-à-dire que même si il a 3 cm de plus que vous d'allonge, bah, les 3 cm, il va vous toucher et vous ne le toucherez pas. On le voit d'ailleurs, on en parlera après sur le finish, où le retrait de buste, il est au millimètre près et il cueille derrière. Tu vois. Ouais, mais après, tu sais, la longe, on la compte avec les bras. On la compte pas avec les jambes. On fait pas la longe des bras et la longe des jambes. Ouais. Et tu te rends compte que finalement, c'est ces jambes qui sont interminables aussi. Dans le sens où quand il envoie ses front kicks, tu sens que ça part de loin et ça joue beaucoup aussi. C'est pour ça qu'il le prend, il le prend en pleine bourre, Sterling. Et ça joue dans la gestion de la distance. Donc, et c'est pour ça, en fait, grâce à ces déplacements-là et le fait que Sterling, il n'arrive plus à le cadrer, que dans la deuxième partie du round, tu vois que c'est O'Malley qui prend le centre. Enfin, vraiment, il y a un changement de paradigme là où il subissait la pression, il acceptait la pression de Sterling et qui se déplaçait. À la fin, il y a un changement de paradigme. Et c'est O'Malley qui prend le centre. Et tu sens qu'il a pas touché plus que ça. Il a pas frappé plus. Mais Sterling se met, il est un et peu en panique. voilà, Ça se sent. il se met en proie. Là où il était en prédateur au début, il se met en proie. Et c'est pour ça qu'il tente le single leg. Il se dit, bon, on va quand même tester, c'est fin du round, je vais lancer mon single leg et je vais voir où on en est de la partie lutte aussi, parce qu'il est obligé de prendre, vu qu'on est dans l'observation, il a été dans l'observation jusqu'au bout, il a lancé son single leg. Et là, tu te rends compte qu'il y a un contrôle des frappes, parce que Sterling lui prend la jambe, il n'arrive pas à l'amener au sol. On l'a dit, hein, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a un ratio d'amener au sol qui est extraordinaire. En fait, il joue sur la réaction. Voilà, il joue sur la réaction de ses adversaires, qui normalement donnent le dos, il va chercher le dos. Et là, en fait, O'Malley s'est collé à la cage, il a contrôlé parfaitement le poignet de Sterling qui essayait de lui mettre des frappes remontantes, tu sais, il venait chercher la tête. Le placement de tête, on en parlait tout à l'heure, il a été très important chez O'Malley qui venait caler sa tête derrière celle de Sterling, donc ce qui minimisait la possibilité de Sterling de mettre des frappes. Et il a géré à la perfection, il a laissé égrener les secondes, fin du round. Donc, même si pas beaucoup de frappes, même si beaucoup d'observations, tu sens que O'Malley, il est déjà dans le contrôle. C'est déjà lui qui est dans une position favorable par rapport à Sterling. Tu le sens tout de suite, hein, qui prend un peu cet ascendant dans le combat. C'est pas flagrant encore, ça se joue au détail, mais tu sens que il prend l'ascendant. Pour moi, il prend l'ascendant à partir du moment où Sterling, on sait ce qu'il veut et on voit qu'il n'arrive pas à le mettre en place, automatiquement, O'Malley prend l'ascendant. Parce que Sterling, c'est simple. S'il ne shoot pas dans tes jambes et s'il ne met pas son débit habituel, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et le problème, c'était les déplacements. Ouais. Bon, après, le round se finit comme ça. Donc, on commence le round 2. Et round 2, t'as O'Malley qui lance une jambe en front kick, qui glisse, il tombe. En fait, je sais pas, c'est une chose qui arrive rarement, mais ça arrive. Hein, ça m'est arrivé, moi, dans ma chambre quand j'étais ado. J'envoyais un coup de pied et boum, je suis tombé. Sauf que j'avais la fenêtre ouverte et que tout le monde m'a vu. Une fois, j'ai envoyé un gros middle dans le vide, dans ma chambre, et j'ai tapé un coin de table basse. Ça, c'est pire. Ah là là. Mais déjà, l'homme a une table basse dans sa chambre déjà pour commencer. Le mec, sa chambre, c'était le salon en vrai. Exactement, c'était mon petit salon à moi.
C'était pour poser la chicha. Exactement. Voilà, je te connais trop bien. Et donc, et donc, il envoie cette jambe, il tombe. Sterling, il suit tout de suite. Bah là, il prend l'occasion, hein. Il suit tout de suite en lutte, Je me suis en dit, single leg. je me suis dit, fait de match de ouf. Ouais. Franchement, si tu gagnes sur ça, c'est vraiment. Alors, quand tout le monde dit qu'il a de la chance, Sterling, là, j'aurais dit, c'est incroyable, tu vois. Ah oui, bah, on aurait pu dire après, il nous fait une Sterling. Tu sais, pour tous les combattants, tu sais, voilà, il nous fait une Sterling. Et finalement, tu as O'Malley qui fait bah, la défense. Alors, Sterling prend le single leg. Et O'Malley fait exactement la défense dont j'avais parlé dans l'analyse, c'est-à-dire qu'il pousse la tête de Sterling et juste il retire sa jambe. Finalement, c'est la même défense que fait Masvidal, tu sais. Et c'est une défense où tu donnes pas ton dos. Et c'est super intelligent et c'est super bien contre quelqu'un comme Sterling qui cherche justement à ce que tu te retournes. Il a la longe pour pouvoir le faire, pousser la tête, sortir la jambe. Et là, il reprend sa distance. Sterling, il continue à lui mettre la pression parce qu'il se dit, voilà, c'est pas fini, c'est le moment ou jamais de toute façon parce qu'il est encore dans le truc. C'est moi qui suis dans l'énergie cette fois-ci de Mm. prédateur, tu vois. Front kick d'O'Malley pour le stopper. Il a dit, OK, tu me suis. OK, boum. Il envoie son front kick remontant, là, un peu en Maïgueri pour le stopper. Sterling, il lance sa gauche, alors qu'il était devenu, il a shifté, donc c'était devenu sa main arrière. Il envoie sa gauche, et là, tu l'as dit, petit retrait de buste d'O'Malley, qui vient envoyer sa droite descendante pile au niveau de la tempe de Sterling. Sterling tombe, derrière, il le suit avec un grand endpoint très intelligent où il tourne autour de Sterling, puisque Sterling, il essaie de le choper en triangle, il essaie de lui mettre des up kicks, il essaie de faire ce qu'il veut. Mais tu vois un O'Malley qui intelligemment, donc déjà se met latéralement par rapport à son adversaire et va le contourner par la tête et pas par les jambes, tu sais, pour justement éviter tout problème. Et il envoie son grand endpoint jusqu'à ce que l'arbitre arrête. En fait, l'arbitre arrête quand Sterling se retourne. Je sais pas si c'est pas trop tôt, pas assez. Je sais pas parce que il n'était pas dans la boîte. Il prend beaucoup de frappes, mais je pense que quand il se retourne, il aurait peut-être très bien pu. C'est ce qu'ils se Mais disent. c'est J'ai écouté plusieurs podcasts à ce sujet, ils disent tous plus ou moins la même chose. Que limite, fallait l'arrêter avant, sur la phase de Grand Pound, tu vois, ouais, où il a un petit moment, tu sens qu'il est plus là, hein. Ça se voit dans ses défenses de jambes. On connaît ouais. Sterling, logiquement, il revient à quatre pattes justement pour attraper une cheville. Et pour tu sais ou pour bouger sa Voilà. tête, tu sais. Donc là, Mais quand je il pense prenait qu'on le en Grand était là. ouais, quand il prenait le Grand Pound, il était plus là. Par contre, il y a une petite phase où justement il se remet en turtle, où là, je pense qu'il allait relutter. Et donc, Oui. ouais. Mais bon, ça me choque pas plus que ça. Non, moi non plus. De toute façon, l'action, elle est trop propre, elle est trop nette pour le coup. Et lui-même, tu sais, il a pas fait comme certains qui se relèvent en disant, mais non, tu vois, j'allais revenir. Ouais. Non, non, il le prend, et je pense que l'arbitre arrête quand il se retourne parce qu'il a peur qu'il y ait une frappe qui vienne à l'arrière de la tête. Tu vois, je pense Le, que c'est plus le, ça. le grand N-Pound, parce que au-delà du contre qui est magnifique, mais c'est des choses assez habituelles finalement. On en a vu plein des contres comme ça, avec le petit retrait de buste et la droite derrière. Mais le grand N-Pound, il est magnifique. C'est franchement ce qu'il fait en boxe, il le fait en grand N-Pound, chirurgical. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un Ouais. gros débit, c'était placement, je descends bien en ligne en plus. C'était pas en marteau, tu vois, c'était bien en Ouais. ligne. Je pique, je ressors, attention au up kick. Enfin, il était partout, quoi. Il pensait à tout. Ouais. Tu sens qu'il a les yeux bien ouverts et qu'il sait exactement ce qui se passe, comme en boxe. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Ian Gary qu'on a vendu comme le nouveau McGregor. Et finalement, je parle en boxe, hein, je parle pas dans tout le reste, mais finalement, c'est peut-être plus un O'Malley, dans le sens où quand déjà tu as le blueprint, tu sais, ça fait vraiment penser à McGregor Aldo, qui l'avait cueilli justement dans ce premier échange. Voilà, c'est pas dans le premier échange, mais c'était exactement de la même manière. Donc en esquivant et en rentrant derrière, voilà. Mais dans sa manière de gérer le grand endpoint, quand tu regardes comment, par exemple, McGregor avait géré le grand endpoint contre Cerrone, tu sais, justement précis aussi, sans précipitation, chirurgicale et tout, bah, tu vois des similitudes. Tu vois, dans cette précision, dans ce timing, tu sais, quand il sort sa phrase, le timing plus que la puissance, j'ai pas la phrase exacte, celui qui l'a, il nous la ressortira, mais tu sais, précipitation, Le timing précipitation. bat la puissance.
le timing bat la puissance et la précision bat le. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a La une suite de la vitesse. phrase en fait. La vitesse, non, oh, je sais plus. Je sais pas. Ouais, Pirelli, sans puissance, sans technique, la puissance n'est rien, c'est ça. Euh, C'est un peu ça, hein. L'idée, c'est un peu c'est ça. c'est un peu ça. Donc et tu le retrouves en fait chez O'Malley. Tu le retrouves chez O'Malley. Là, on vient de faire une phase à tu peux tromper une personne Mille fois, mille mais fois, mille mais fois pas de. 1000 fois. Voilà, c'est à peu près la cité de la peur, les amis. Si vous l'avez pas vu, il faut le regarder, c'est un classique. Donc, il faut regarder, juste un doigt, juste un doigt. Et donc, il faut qu'on fasse à la fin, ça va couper. Si vous n'avez pas vu le film, là, tout ce qu'on est en train de faire là, ça vous parle pas. Donc ouais, non, je retrouve plus du McGregor dans le style là avec O'Malley qu'avec un Ian Gary, par exemple. Ouais, sur ce combat-là, oui. Sur Donc ce combat-là, oui. Je l'ai trouvé, je l'ai je l'ai trouvé vraiment même plus puissant que d'habitude. Encore plus précis, encore plus pointu sur son jeu habituel, en fait, ouais, au Malais. Donc tu sens que vraiment, je pense que c'était le camp de sa vie, hein. De toute façon, quand tu combats pour le titre, c'est forcément le camp de ta vie. Donc non, franchement, chapeau. bah là, C'était son premier. Non, non, il y a eu Peter Yan, mais finalement, bon, c'était très serré. Là, c'était son gros test, parce qu'il avait affronté que Peter Yan dans le top 5. hmm. Validé. Franchement, chapeau. Et en plus, en termes de style, c'était sûrement avec Merab, peut-être le mec le plus chiant de la KT pour lui, Sterling. Ouais, bah, c'est ça. En fait, là, il a définitivement fait taire tous les détracteurs qui disaient que c'était un escroc, que il avait rien prouvé, que on l'a favorisé. Enfin, tu vois, bah, il le disait d'ailleurs Sterling, hein, c'était le Dana White privilège, t'en avais parlé, qui voulait tuer le Dana White privilège. Au final, bah, ça n'a pas été le cas et il a prouvé que c'était vraiment un grand combattant de l'UFC et un des meilleurs. D'ailleurs, il reconnaît en plus la force de Sterling. Il dit que c'est peut-être le meilleur bantam de tous les temps. Mais voilà, il a été meilleur. Il a été meilleur. Et Sterling, lui aussi, bien réagi sur sa défaite, où vraiment il dit qu'il a sous-estimé quand même O'Malley, mais qui mérite sa victoire, qu'il a été très bon. Par contre, il demande une revanche, donc il dit voilà qu'il est pas prêt pour monter encore et affronter Voilà, Volkanovski. Hein. Et il dit je vais me justement, il faire l'a dit. booster. Il Voilà, l'a il dit a clairement. Et franchement, c'est beau. ouais. C'est une belle preuve d'humilité d'entendre ça. Parce qu'il dit, si j'ai subi ça dans cette KT, j'imagine pas dans la KT du dessus. Donc, de toute façon, je pense qu'il a rien à faire dans la KT du dessus, très honnêtement. Non. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Et ben on disait ben, justement ouais que qu'il voulait pas monter, donc il va rester. Il a Ouais, demandé une non, oui, revanche. exact. Et il disait qu'il Ouais. était très déçu de sa performance quand même et qu'il a fait une grosse erreur stratégique Mm. de ne pas shooter tout de suite en lutte, de trop s'attarder debout. Ouais, sauf que je le redis et je le redirai, ça aurait rien changé. Parce que quand tu regardes bien, pour le shooter, il faut pouvoir le cadrer. Et si t'as pas su le cadrer en boxe, tu pourras pas le cadrer en lutte. Parce que tu vas shooter tout de suite, mais tu vas shooter rien en fait, parce qu'il se sera déjà déplacé. Il se sera déjà déplacé. Et les deux tentatives qu'il a eues, dont une qui était ultra favorable, parce que O'Malley, il avait le cul par terre, hein, donc il se relevait, il n'a pas réussi à les concrétiser. Donc, il a eu deux possibilités, en fait. Deux possibilités qu'il n'a pas su finaliser. Donc non, je suis pas. Je pense que, tu vois, là encore, après, c'est à chaud hein, quand il dit ça. Hein. Mais je pense qu'il se voile la face. La solution, c'est pas d'arriver à le shooter plus, c'est pas de shooter tout de suite. C'est d'arriver à canaliser ses déplacements, en fait. C'est de pas lui courir après. Parce qu'en fait, il lui a couru après. Et si tu lui cours après en boxe ou si tu lui cours après en lutte, en fait, tu lui cours après dans les deux cas. Et il faut pas lui courir après, justement, comment dire, à O'Malley. Justement, il faut rentrer dans un échange. Limite, il faut faire du Marlon Vera, là, comme il a fait, tu sais. C'est-à-dire pas trop bouger et être dans l'échange, mais il faut être assez bon pour pouvoir être dans l'échange, quoi. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, mais c'est Contre un très mec aussi, compliqué. contre un mec aussi précis, qui, on l'a dit en plus, est aussi bon, voire meilleur même quand il initie, Ouais. non, c'est très compliqué. En tout cas, Ouais. Sterling, il peut pas faire ça. Et c'est pour ça que je vois pas Sterling le battre.
Déjà, là où j'avais du mal et je me disais, bon, il y a encore des inconnus, donc quand même, je garde une réserve. Mais je vois pas Sterling le battre. Déjà, j'avais du mal là sur ce premier combat. Sur un deuxième combat, je le vois pas plus le battre. Avec les éléments qu'on a là, je le vois pas. Je le vois. C'est son anti-jeu. Il peut pas. Il peut pas. Il est trop fou. Il est pas assez carré. Il a pas une assez bonne boxe. Il a pas assez de puissance. Et même en lutte, tu t'as senti qu'il était pas assez puissant pour l'amener. Tu sais, là où tout le monde nous a dit, même en commentaire, vous n'avez pas parlé ici, on en avait parlé de la puissance de Sterling, mais finalement, tu te rends compte que là, contre O'Malley, il n'avait pas une puissance extraordinaire. Le gap de puissance, il n'était pas supérieur pour Sterling. C'était au moins égal, si ce n'est peut-être un peu plus pour O'Malley. Je veux la revanche quand même. Ça m'intéresse, moi. Il n'y en aura pas. Bah, il n'y en Il n'y en aura pas aura parce pas. que Sterling a été testé par Dana White de toute façon. Et qu'O'Malley, il a dit justement, il y a un journaliste en conférence de presse qui lui a dit que Sterling voulait la revanche. Il a fait next question. Question suivante. Il en veut pas. Il s'en fout. Déjà, il veut pas prendre le risque de reperdre parce que bon, on sait jamais, tu vois, ça reste quand même un profil, bon, on sait jamais, tu vois, avec la lutte et tout, des adaptations, pourquoi pas. Mais je pense que lui, ce qu'il veut, là, c'est Merab. Ah non, Avec, pas du tout. ah ouais, Il a call out déjà. il a call out qui, j'ai pas entendu. Parce qu'avec Ah, le bif avec Merab, justement, Marlon Vera. Ce qui n'a pas beaucoup de ah, sens pour moi. Mais il vend ça du fait que c'est le dernier mec à l'avoir battu. Donc il veut l'affronter en décembre. Je crois il a demandé pour ok. décembre. Donc ouais, il a demandé Vera. Visiblement, non, je pense pas qu'il soit très chaud pour prendre Merab. Je pense que personne n'est chaud pour prendre Merab. Non, mais parce qu'il y avait eu le bif avec, entre les deux, tu sais, où il avait piqué sa veste, machin, tu vois, il y avait le bif. Donc je pensais que c'était ça. Mais c'est vrai que, ouais, Marlon, j'avais pas suivi ça, Marlon Vera. Ouais, ouais, Euh, donc il veut Vera. Maintenant, moi, Vera, ça me hype pas plus que ça. Et je pense pas qu'il soit légitime là pour combattre pour le titre. Il y a des mecs avant. Il y a Sandhagen avant pour moi. Tu vois, ouais, un Sandhagen au Malais, ça serait magnifique à voir. ouais, ça j'aime bien, ouais. Ça me parle, effectivement. Ouais, effectivement, ça me parle, même Cerudo, hein. Bon, après, Cerudo, il faut peut-être qu'il refasse un combat avant, mais pourquoi pas aussi. Cerudo, faut qu'il fasse un Euh, combat. ouais, Cerudo, alors tu fais un super fight. Bah, en fait, lequel est le plus légitime entre Merab et Sandhagen? Pour le titre, tout de suite, là. Tu mets qui? Merab. Ouais, Merab. Donc je fais Sandhagen Cerudo pour la deuxième place. Ouais. Oui, aujourd'hui, il y a une logique, c'est Merab. Enfin, il a roulé sur Petroyan. Enfin, ouais, non, il a les armes, pour être un champion. Maintenant, est-ce que l'UFC va lui donner sa chance parce que ça sera un champion qui va être chiant, entre guillemets, puisque bah voilà, tu sais ce qu'il va faire, hein, il va shooter pendant 5 rounds tout ce qu'il peut et il a le cardio pour le faire et voilà. Non, c'est pas un combattant, tu sais, où tu te lèves la nuit pour le regarder, quoi. Maintenant, Merab, il prend des frappes aussi, hein. Oui, Il prend pas mal de attention, frappes. Il prend pas mal de frappes. Au Malais, on a vu la puissance qu'il avait. Il n'a pas un sol extraordinaire, Merab. C'est un très bon lutteur, mais c'est pas forcément un excellent grappleur. hmm. Donc il y a quand même des cartes à jouer pour O'Malley. Ouais, non, mais quand je dis ça, je parle pas là, je mets de côté l'analyse, enfin, ou le pronostic des deux. Je dis juste que Merab, en tant que champion, c'est pas forcément le genre de mec, voilà, Ah c'est non, pas le champion le plus hypant du roster UFC, quoi, si jamais il gagne. ça C'est c'est ça, clair. mais après, je dis pas. Comme je le dis et je le répète, il faut d'abord, avant d'amener O'Malley au sol, il faut le cadrer. Et tu peux peut-être le cadrer quand tu as la boxe de Yann, parce qu'en fait, tu as la boxe de Yann qui permet de masquer ta lutte. Mais Merab, il va shooter de loin. Et vu les déplacements d'O'Malley, je ne sais pas s'il peut l'emmener aussi souvent qu'il a emmené Petr Yan, qui lui reste plus en ligne, tu sais, enfin, qui reste là, qui fait face à son adversaire. Ouais. Non, non, moi vraiment, c'est le combat que je veux voir, c'est Sandhagen. Sandhagen contre O'Malley, ça serait dans tous les secteurs en plus, hein. Que ce soit debout, en lutte, au sol, ça serait intéressant. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais, non, non, c'est la suite logique. En tout cas, voilà. Il a fait taire tous ses détracteurs en 2 rounds, en même pas 2 rounds. Ouais, il m'a fait taire aussi. Pour la petite Quand histoire, j'ai reçu ton vocal ce matin, je l'ai c'est même pas ça. ouvert. Je me suis dit, je veux pas entendre ta voix.
Je savais ce que tu allais me dire. Bien sûr, bien Je te sûr. l'avais dit, je te l'avais dit. J'ai fait une Doumbé. Eh, je vous avais dit quoi? Non, mais c'est ça. Non, Allez mais c'est ce que écouter j'allais notre dire en plus. pronostic. Allez écouter notre pronostic. Dans le prono final, il a pas dit ça. Voilà. Il a Ouais, dit ouais, comme moi. ouais. Putain, mais quel mauvais joueur. Quel mauvais joueur. Mais écoutez tout le pronostic et vous allez voir que pendant 1 heure, je dis attention au Malais, faut pas le sous-estimer et j'explique exactement pourquoi et exactement ce qui s'est passé là. Donc, c'est qui le patron? C'est Gaston. Ah, mais on suit le prono, non? Je suis désolé. Le Non, prono mais le n'était pas. prono, écoute, ça on l'a toujours dit, le pronostic de toute façon, il n'y a rien de plus dur, d'accord? C'est pile ou face, tu jettes ta pièce. Ce qui compte, c'est l'analyse. Moi, je l'ai C'est vrai. toujours dit, et ça, je vous l'ai toujours dit. Ce qui compte, c'est notre analyse, c'est pas notre pronostic. Si vous faites vos paris sur nos pronostics, c'est que vous aimez pas l'argent, d'accord? Vraiment. Non, mais, Faites. non, mais même au-delà de ça, en vrai de vrai, si vous faites des pronostics sur le MMA, c'est que vous aimez pas l'argent. C'est un des sports les plus difficiles à pronostiquer, on le voit à chaque événement. Ah C'est oui. très très compliqué de pronostiquer un combat de MMA. Il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Plus il y a de facteurs qui rentrent en jeu dans un sport, plus c'est difficile de mettre un pronostic précis. Et là, il y a trop d'éléments. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça. Fiez-vous à nos analyses et faites-vous votre propre pronostic en fonction des analyses qu'on a faites. Et ça déjà, c'est un peu plus intelligent que de suivre Ouais. notre pronostic à nous. Parce que finalement, des fois, moi-même, avant même de commencer l'enregistrement du podcast, je suis pas encore sûr de mon pronostic. Mais tu vois, ça arrive trop souvent que je m'écoute pas et je devrais m'écouter un peu plus souvent et aller au bout. Là, tu vois, je vais pas au bout de mon truc, mais c'est pas grave. Je vais changer là-dessus. Je vais assumer maintenant. Je vais assumer. Je le dis. Il y a nouvelle saison, nouveau Thomas. Nouveau Thomas, nouveau Jarod. Nouveau Thomas, Oh, nouveau Jarod. Bah, justement, voilà, c'est moi, Thomas. Enchanté. voilà, Et voilà. vous appelez comment? Donc, donc c'est parti. Voilà, on va faire ces pronostics avec une paire de bolos maintenant. Voilà, c'est comme ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette UFC. Ouais. Suite au prochain épisode. Donc, pas d'UFC numéroté avant un petit moment parce que la semaine prochaine, c'est Holloway contre Korean Zombie et donc, c'est pas un numéroté, donc on n'en parlera pas. Bah, de La toute semaine façon, d'après, on se fait c'est un petit, l'UFC Paris. on se fait un petit truc UFC Paris, non? Ouais, mais est-ce qu'on le fait avant ou est-ce qu'on le fait après? Est-ce qu'on fait un débrief de la carte ou est-ce qu'on fait un peu parce que on peut pas faire des analyses pronostiques de tout le monde. Ah Là, non, on vous non, fait notre non, sauce. pas de tout le monde, mais on peut se faire un Gans Spivak, un Fioro Rose. Rien que ça, finalement, ça peut être bien. Si on a le temps. Si Si on on a a le le temps, temps. ok. Si on a le temps de faire les deux, ok, avec plaisir. Mais parce que c'est des combats qui nous intéressent. Surtout Manon Fiorot Ouais. contre Rose, Namajunas. Ça, c'est vraiment le combat. Peut-être qu'on fera celui-là. Que Gann Spivak. Parce que C'est vrai, finalement, c'est vrai, Manon, c'est vrai. je crois qu'on l'a jamais analysé, Manon. Non. Donc, alors que Gann, on l'a déjà fait. Et Spivak, on en a déjà parlé en long, en large, en travers sur les podcasts d'actu. Ah, mais Donc, sois smart. Quand on fait Gann, on prend au moins 40 abonnés d'un coup. À chaque fois. c'est vrai. Eh C'est ouais. vrai. C'est vrai. Mais on prendra les abonnés sur le retour. On vous fait. Là, les gens, on les a perdus, là. Tu sais qu'on les a perdus. C'est après qu'on doit parler de ça. Bref. Donc, de toute façon, suivez quand même notre podcast d'actu qu'on va faire là à la fin de la semaine, qui va sortir vendredi 18h si Monsieur Rolly n'a pas de migraine. Parce que va y avoir un sujet très intéressant sur une histoire de justice là qui est en train de sortir avec le gouvernement et tout ça, avec Romain Molina. Il y a un truc de ouf qui est en train de sortir. C'est que le début. On va en parler de ce début là qu'on a entendu, qu'on a vu. Donc, suivez cet épisode. Suivez cet épisode. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Venez pas me menacer, lettre anonyme et tout, hein. Moi, je m'en Eh ben, fous. j'ai pas fait l'enquête. Moi, j'en ai rien à foutre. De toute façon, moi, je m'appelle Jarod. Vas-y, va retrouver mon adresse maintenant. Je vous la donne, son adresse. Je vous la donne. Oh putain, quel En escroc. DM. Eh ben. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous abonner, à liker, à partager, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater, mettre les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Voilà, on est partout et à la fois nulle part. Donc n'hésitez pas, posez-nous vos questions. On a déjà une question pour le podcast actu de la semaine prochaine. Très bonne question en plus de ça. Donc voilà, on va préparer ça. J'espère que ce petit récap vous aura plu. Je pense qu'il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut!
Salut!